la zone aéro. C'est bien take-off. Press 7. 8 knots. La France de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, est coché, attendez. Eh bien, bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de attends, Air France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Flight Door 8401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus en ce mercredi soir dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Nicolas, bonsoir Cynthia, bonsoir les amis, comment est-ce que vous allez? Eh ben ça va bien. Et Nico? Ah, Nico, on entend ta télé. Comme d'hab. Bien, vous êtes en forme? Ah, t'es en train de monter des avions? Bon, parfait. Ravi de vous retrouver pour ce dernier mercredi, hein, avant les vacances, des vacances bien méritées pour la zone aéro. On salue toutes celles et ceux qui sont déjà connectés. On salue l'équipe de modération qui est déjà là, présente au poste et qu'on remercie évidemment pour leur coup de main. Chaque semaine, je pense à Philémon, je pense à Gelo, je pense à 0K. Ils sont tous là, ils sont des starting blocks. Ah, vous entendez que moi? Comment ça se fait que vous entendez que moi? Attendez, allez-y voir, parlez voir les amis là. Ben, moi, ça s'est déconnecté le lien, donc c'est possible que c'est possible. En remettant son nouveau lien, alors, ça soit... Est-ce que là, vous entendez? Est-ce que moi, tu m'entends? Ok, voilà, Cynthia, ok. 0K, voilà, mieux. Ah, apparemment, c'est mieux. C'est bon? Ok. C'est mieux, Nico, c'est ok. Parfait. Bah alors, normalement, c'est parfait. C'est bon, ça marche. Ok. Tout marche. C'est les battes. Oh, j'ai eu peur. Ouais. Le petit coup de flip, là. Sinon, on sortait la checklist, hein, d'habitude. Voilà. Non, mais avec Nico, on va faire une petite soirée, on te laisse là. On était occupés à chanter avec Nico. Donc on te laisse faire l'émission, nous on va chanter, on va faire un karaoké. Ah, mais on n'est pas chez Nagui ici les amis, il va falloir vous filer un coup de main pour présenter la zone aéro quand même. Je peux pas tout faire tout seul, hein. C'est pas possible. Bien. Avant toute chose, évidemment, on va saluer nos amis qui nous suivent également sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la zone. Vous le savez, les replays sont à J+14 en règle générale. Primeur est faite à celles et ceux qui nous soutiennent sur le canal Twitch. Ça vous coûte à peu près l'équivalent de 2 cafés par mois pour ne plus avoir de pub Twitch. Et il y a d'autres moyens aussi de soutenir le travail de la zone aéro. On remercie de celles et ceux qui font l'effort de le faire chaque mois, puisque grâce à vous, on peut investir pour le développement de la chaîne et pour le développement du studio mobile. Ça fait 2 ans qu'on en parle. On a mis en place, on espère, un partenariat futur qu'on devrait essayer de développer courant de l'été pour la rentrée et essayer d'aller vous proposer encore plus de contenu directement, peut-être au sein des clubs, au sein de structures, de musées, pourquoi pas de meetings, et aller au plus près de l'action, donc parler de gens et parler aussi d'action et de projets. C'est le devenir, en tout cas on l'espère, de la zone aéro. Voilà, donc vous pouvez le faire, et d'ailleurs on rappelle, dans le décor, ce décor est interactif. Si vous ne suivez pas la chaîne, que vous la découvrez et que vous voulez être averti des notifications lorsqu'il y a des lives, etc., vous cliquez sur la petite cloche qui est en dessous pour activer le follow. Ça déclenche le réacteur qui est ici. Hop, je vais le tourner vers l'avant. Il se met à tourner. Voilà. Et puis si vous prenez un sub, déjà vous n'avez plus de pub, mais en plus de ça, vous allez déclencher la manchère qui est ici. Et normalement, hop, ça se lève et puis ça signale que vous avez pris un sub. Donc je vous laisse tester si vous voulez le faire. Voilà, et puis dernière petite chose, c'est la dernière de la zone aéro qui aura lieu samedi. Alors, samedi, il va y avoir un live, il y aura des invités qui viendront, qui vont se succéder comme d'habitude en cette fin de saison pour reparler un petit peu de ce qui s'est passé depuis leur passage et puis de discuter de choses et d'autres. C'est un petit peu un open bar qui se passe ici. Et évidemment, au cours de la soirée, on vous invite à venir nous rejoindre. Peut-être qu'on montera une room spéciale dans le Discord où on s'entendra tous ensemble et on trinquera tous ensemble pour cette fin de saison. Donc ça devrait être assez sympa, d'autant plus que, je vous l'annonce, il y aura des cadeaux à gagner. Il y aura 3 super cadeaux à gagner samedi. Je vous en parle tout à l'heure en fin d'émission et c'est grâce à notre invité de ce soir qu'on remercie évidemment.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je crois que j'ai fait le tour à peu près, hein, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de la zone aéro. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est de commencer par déposer le plan de vol de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Il va être là et Cynthia va être blasée parce que, attention, regarde, hop, je fais ça, et je lui dis, allez, viens là, hop, tac, et hop, ça marche. Non, mais c'est pas juste, moi j'en ai marre. Je te promets. Il faut que tu t'entraînes. Ah ouais, non, mais samedi, je vais m'entraîner toute la soirée à faire que ça, je vais te faire mettre des menus tout le temps. Il n'y aura pas de menu samedi. Voilà. Bah, c'est pas grave, tu t'entraîneras offline. Bon, allez. Mais il s'entraîne pour aller à Las Vegas pour faire ce genre de tour. À Las Vegas, non, ça fait un peu loin. Ah bah, remarque, faudrait qu'on demande à notre invité de ce soir, il doit y aller souvent, donc peut-être qu'il y a moyen de... On va voir. Alors, actualité du terminal, c'est dans un instant. On a 6 petites news à vous proposer ce soir. On a trouvé 2-3 petits trucs assez sympas. Et puis ensuite, une séquence que vous êtes nombreuses et nombreux à attendre. D'ailleurs, il y a eu déjà des remarques dans le chat en disant on a des invités de marque en ce moment. Oui, on a toujours des invités de marque, hein, des profils qui sont très différents. Et ce soir, eh bien, nous avons la chance d'avoir le président de la Fédération française aéro, c'est Kevin Dupuche qui est avec nous. On va découvrir tous ensemble son parcours. Vous allez voir qu'il a été baigné dans l'aéronautique. Et on va parler évidemment des actions fédérales de l'aviation légère. Il y en a beaucoup qui sont baignés dedans dans le chat et on en est sûr. Donc, vous pourrez poser vos questions directement au président tout à l'heure dans la zone aéro. Voilà. Donc, vous mettez votre... Ah, voilà, ça se déclenche. Regardez, si j'enlève ça, vous voyez, le réacteur, je ne vous ai pas menti. Hein. Le réacteur, il se déclenche. Hein. Voilà. Des questions, une découverte hein, donc, du profil de Kevin, hein, président de la Fédération française aéro, et puis fin d'émission, comme vous le savez, comme d'habitude, la remise de gaz, foire aux questions, les dernières questions, et puis on parlera aussi de l'émission de samedi qui sera donc la dernière émission de la saison avant la trêve estivale, et on reprendra normalement mi-septembre. Je vous annonce déjà que le mois de septembre est plein, puisqu'on a déjà calé les prochaines émissions du mois de septembre. Le programme, on devrait le sortir normalement fin août, pour que vous sachiez un petit peu ce qui va se passer au mois de septembre. Et on salue Julot, qui vient d'arriver dans le chat. Voilà, allez hop, je repousse le sommaire. Tac, voilà. Et puis, tout de suite, on démarre l'actualité du terminal. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Allez, c'est parti pour l'actualité du terminal. Est-ce que le slide apparaît? Oui, le slide apparaît, c'est magnifique. Et c'est Cynthia qui va ouvrir le bal. Alors Cynthia, c'est quoi le hackathon 2025? Alors le hackathon, c'est quoi? C'est des idées ingénieuses qui ont été primées par l'ENAC et ça met en avant 150 étudiants de différentes grandes écoles. On a des écoles en tout genre, hein, c'est des écoles de commerce, des grandes écoles de manière générale, de tous les domaines, qui vont travailler ensemble et proposer des thématiques autour de projets ingénieux ou d'idées innovantes autour de l'aéronautique et son amélioration, que ce soit amélioration verte ou que ce soit amélioration de transport ou des propositions pour l'amélioration autour des passagers, de leur trajet, de leur confort, pour les compagnies aériennes. Et notamment, on a quelques idées innovantes. Je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant ces étudiants, puisque c'était il y a quelques mois. Et en effet, comme la période estivale arrive, il y a peut-être des petites idées sympathiques pour les futurs étudiants qui pourraient avoir par exemple envie d'habiter dans un logement étudiant fait à base de carcasses d'avion. C'était une des idées innovantes pour proposées par au hackathon pour pouvoir en fait recycler ces vieux avions. Notamment, on connaît bien, on entend souvent parler du cimetière d'A380 du côté de Tarbes. Et en fait, ils ont proposé de réaménager des vieux avions et d'en faire des logements étudiants.
Il y a aussi d'autres idées assez innovantes, comme proposer des lunettes de réalité virtuelle pour réduire le poids des sièges avec les écrans dans certains avions. En fait, ça pèse moins lourd d'avoir des lunettes pour pouvoir réaliser la visualisation de films ou des jeux, des activités. En fait, ça coûte beaucoup moins cher en termes de poids et en termes on va dire, de dépenses pour les compagnies. Ils ont fait toute une étude. C'est très intéressant. Je vous invite à aller voir. Il y a d'autres projets comme pulvériser des solutions hydrophobes sur les avions pour éviter le givre. Et du coup, c'est des produits qui sont beaucoup moins polluants. Donc voilà quelques idées. Et il y a des idées qui sont un peu moins agréables, comme par exemple demander aux passagers leur poids et aussi également peser leur valise, ce qu'on fait plus ou moins déjà, mais de demander le poids aux passagers pour pouvoir augmenter la quantité de carburant et limiter les émissions qui peuvent être produites liées à la surconsommation de carburant, parfois parce qu'on ne connaît pas le poids exact des passagers. D'accord. Ok, donc Hackathon 2025 à suivre de près parce qu'il y a pas mal de choses qui en ressortent. C'est ça, vous pouvez le trouver sur leur site, il y a tous les projets et le retour de cette expérience, pas mal. Ok, très bien. On continue, moi je vais vous parler un petit peu de nouvelles technologies qui sont notamment sorties du salon du Bourget, donc du SIAE 2025 qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, notamment avec Airbus qui a mis, vous le savez, le travail sur l'hydrogène en pause pour l'instant, mais pas son ambition de révolutionner l'aviation avec le successeur notamment de l'A320 Neo qui est sur le papier, qui est en cours de développement. Leur idée, c'est d'essayer de créer une sorte de potion magique, si vous voulez, en préparation. En tout cas, Dixit Bruno Fichefeu, se baser sur la propulsion qui sera la pièce maîtresse de ce futur pulse technologique. C'est ce qu'on appelle l'audacieux, l'open rotor. C'est ce que vous avez sur la petite illustration qui est ici, qui ressemble un peu à une sorte de gros ventilateur surdimensionné, mais qui, en revanche, pourrait réduire la consommation de 20 à 30% à condition de revoir complètement la forme de l'avion. Ça nécessite en fait de repenser un petit peu aérodynamiquement les différentes structures et la forme de l'avion. Il n'y a pas que ça, il y a le côté L aussi qui va être retravaillé, puisqu'il y a un programme qui a été lancé qui s'appelle Wings of Tomorrow, qui donc, signifie littéralement les ailes de demain, et qui vise à remplacer les ailes actuelles par des structures qui vont être beaucoup plus fines, plus longues. On augmente en fait l'envergure de l'appareil, et en plus de ça, on va les transformer pour les rendre repliables, un petit peu à la façon parapluie. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, elles vont être intelligentes, ces ailes, et elles vont être capables d'ajuster leur forme en plein vol. Donc vous imaginez toutes les perspectives que ça peut donner. On rappelle qu'il y avait déjà le biomimétisme qui permettait de s'inspirer un petit peu des oiseaux pour adapter la technologie actuelle et gagner en efficacité. Et ben, on continue de travailler un petit peu là-dessus. Il y a des matériaux aussi qui font leur transition, leur mue. Ce sont les composites thermoplastiques qui vont être renforcés et en plus qui vont être biosourcés. Donc on s'oriente aussi sur le côté un petit peu recyclage dont tu parlais tout à l'heure, Cynthia, et qui vont promettre à la fois légèreté et en plus de ça une recyclabilité. Il y a aussi enfin l'électrification qui n'est pas en reste. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas forcément pour faire voler l'avion. On va travailler un petit peu sur des modèles qui vont être hybrides, donc pas forcément 100% électriques, façon EcoPulse, mais surtout qui feraient rouler l'avion sur batterie et pourquoi pas, dans un avenir proche, de pouvoir chauffer les fours, chauffer le café pour le personnel navigant commercial à bord sans avoir à utiliser de kérosène, donc du gain aussi en consommation. Et en bonus, Airbus voudrait des cockpits qui seront à terme dopés avec de l'intelligence artificielle de manière à mieux afficher, on va dire proposer aux pilotes une meilleure ergonomie, simplifier en fait les affichages et optimiser encore une fois toutes les informations qui arrivent aux pilotes pour simplifier aussi le travail. Bref, on n'est pas encore au niveau de la téléportation, mais qui sait, peut-être qu'on y arrivera très bientôt. Donc à suivre toutes ces évolutions technologiques. Peut-être un jour. Hein. On enchaîne avec l'éternel débat. Train versus avion. Eh oui, l'éternel débat. Eh oui, je sais, j'y reviens, mais c'est les vacances. Et
je tiens à mettre nos avions en valeur. Je sais, beaucoup disent l'avion c'est polluant, oui ça transporte pas tant de personnes que ça, ou il y en a qui sont effrayés pour la sécurité. Non, l'avion c'est le moyen de transport le plus sécurisé au monde. Ça déjà il n'y a pas de débat, déjà, premièrement. Ensuite, l'avion, ça transporte énormément de personnes. C'est une grosse partie du trafic du déplacement mondial qui est transporté en avion. Ça transporte beaucoup de monde et très loin. Donc, c'est pas si polluant que ça quand on y pense et quand on fait le rapport entre la distance parcourue et le nombre de personnes transportées. Certes, je comprends bien que ça fonctionne au kérosène et ainsi de suite. Mais quand on fait le rapport, c'est pas si mal que ça. Et donc, je reviens à nouveau sur l'éternel débat train ou avion, parce qu'un rapport est sorti récemment, donc un rapport du réseau Action Climat, avec UFC Que Choisir et Greenpeace, qui ont sorti un rapport sur les trajets directs, qui disent que les trajets directs, le train est moins cher, c'est sûr, parce que c'est un petit trajet, on le fait directement, il y a le billet, on arrive d'un point A à un point B. Mais dès qu'on parle de correspondance, le rapport dit que, surtout quand on parle de correspondance et de voyage Europe ou étranger, le train coûte 2 fois plus cher que l'avion. Et donc, par exemple, on va prendre un trajet Paris-Rome, donc pour le même jour, on va avoir le train qui va être à 210 € et l'avion 70 €. Donc quand même, ça se pèse. Donc je vous incite à y réfléchir, mais je pense qu'il vaut mieux prendre l'avion. Alors il y en a qui veulent monter l'avion, hein. Il y en a qui veulent augmenter le prix de l'avion de 70 à 210 pour attraper le train. Exactement, parce que le gros débat, c'est que les compagnies aériennes, elles bénéficient davantage par rapport à l'absence de taxe kérosène, par exemple, ce qui leur permet d'avoir un billet moins cher. Donc c'est sûr que si proportionnellement beaucoup de monde prend l'avion et que même s'ils venaient à payer cette taxe, il y a moyen que les billets d'avion restent pas si chers que ça. Donc, je pense que c'est à réfléchir. Notamment, par exemple, Marseille-Londres, le train, il coûte 12 fois plus cher. Ouais. Donc, si vous avez envie de partir en vacances, pensez à l'avion. Et peut-être sur la ponctualité aussi, on peut dire quelques mots, parce que c'est vrai que ce qui ressortait dans les derniers débats, c'est aussi la ponctualité du train qui, malheureusement, alors ils ont tout un tas de soucis techniques aussi l'été, il faut y penser, hein, mais des fois c'est chaud. Hein. Moi j'aimerais bien voir la tête du mec qui a fait Paris-New York en train, quoi. Aussi, on sent un soupçon de mauvaise foi, mon cher Nico, quand même là. Non ? On est d'accord, c'est l'avion. Non, c'est pour dire que l'avion, non, il n'y a pas de débat à avoir, l'avion. Chaque chose doit être adaptée. On garde l'avion. Ok. Totalement d'accord. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat ? Il y a Lolo Radar qui dit ça aussi, des fois moins cher que le train. Bah oui, ah ouais, c'est le cas. Et on salue Free Flight aussi qui vient d'arriver dans le chat. Bon, donnez-nous vos réactions, hein. N'hésitez pas à le faire en temps réel. Hein. Et on continue. Et moi, je vais le train. Ceux qui sont contre le train, ceux qui sont pour, le train, ils sortent du chat. Hein. Je vous le dis déjà. Ouais, j'allais dire on fait un sondage, mais non, ça va être faussé, donc non, on va pas faire de sondage. Je vais vous parler d'Angola Airlines, TAAG Angola Airlines, qui, on va dire, a sorti ses baskets tarifaires. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, puisqu'elle a lancé des réductions spéciales pour des sportifs. Oui, messieurs, dames, les sportifs qui seront affiliés en fait à une fédération nationale avec jusqu'à 25% de remise sur les billets hors taxe, hein, 25% hors taxe. Ah oui, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Et cette promo, elle est valable depuis le 14 juillet 2025 sur tous ces vols, sauf vers Cabinda. Alors, allez comprendre pourquoi. Cabinda, ils ont dit non. Alors, désolé pour les athlètes de Cabinda. Cette promo va s'appliquer sur toutes les classes de l'éco jusqu'à la première. Mais attention, ça va être un peu restrictif parce que pour en profiter, il faudra une lettre officielle qui va être tamponnée comme au bon vieux temps. Il va falloir le passeport de l'athlète qui va vouloir prendre l'avion. Et en plus, il faudra passer par une boutique officielle de Angola Airlines. Donc, ça ne sera pas possible d'acheter ça en agence ou sur Internet. Donc, c'est un petit peu restrictif. Mais en même temps, c'est 25%. Donc, voilà, c'est à réfléchir. L'offre, elle est aussi rigide qu'un arbitre. Pas de cumul sur d'autres réductions. Déjà, ça, c'est réglé. Pas valable pour des vols en partage de code. Et aussi, s'il y a un changement qui doit être fait, eh ben, le changement, il faudra le payer. Donc, il faut bien réfléchir avant de prendre son billet. En somme,
TAG soutient le sport tant que les sportifs jouent aussi selon les règles. Maintenant, la question, c'est à quand la même en France? Ça pourrait être aussi quelque chose à voir. Encourager le sport via des prix réduits sur les billets d'avion. Voilà. L'idée, elle est lancée. Après, est-ce que les gens la saisiront ou pas? À voir, en fonction de ce qu'il fait chez nos voisins. Il y en a beaucoup qui vont se mettre au sport. Hein. De quoi? Il y en a beaucoup qui vont se mettre au sport. Hein. Ah, c'est possible. Une réaction de Feynman Men, c'est absolument débile. Ils ont tué l'aviation régionale, ils ne comprennent pas qu'il y a une correspondance en train, que ça coûte moins cher en avion, là où on peut mettre des avions plus polluants, genre à terre adapté au terrain et fréquentation, le train, c'est bien si c'est direct et 2 heures de moins. Oui, donc c'est ce qu'on disait, en fait, c'est adapter en fait, les vecteurs à l'utilisation, à la demande qui est faite. C'est un petit peu ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais chasseurs, pour ceux qui connaissent les inconnus. On continue avec un truc qui s'appelle l'Am Air Academy. Et oui, c'est un petit clin d'œil à ce qu'on va discuter ce soir et pour faire un petit tremplin avec la FFA qui a aussi ce type de programme, mais pas tout à fait pareil, mais c'est l'idée. Donc la Mer Academy, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, c'est en Martinique, c'est la ville du Lamentin qui a décidé de réaliser une sélection. Ils ont, sous l'aide de motivation et entretien, ils ont reçu je sais pas le nombre exact, mais on va dire une centaine d'élèves, et ils ont décidé d'en sélectionner 10 parmi eux qui auraient la chance, des collégiens entre 12 et 14 ans, qui auraient la chance de pouvoir bénéficier d'un BIA gratuitement et pouvoir réaliser leur premier vol en avion. Donc ils ont réussi les sélections, ils ont eu accès à des cours théoriques, à du simulateur, et enfin pour terminer à leur premier vol en avion pour potentiellement continuer vers du professionnel ou en tout cas déclencher des vocations pour certains. Et il y a une jeune fille qui a témoigné, qui a dit que c'était un début, un premier pas vers son rêve de devenir hôtesse de l'air. Ah ben voilà. Voilà. Et donc, je sais que la FFA propose un programme en rapport avec le BIA pour aider et inciter les jeunes, mais on en parlera après, je n'en dis pas plus. Ouais, il n'y a pas de petites actions, c'est sûr. Hein. Et puis, on va continuer par le petit clin d'œil historique d'habitude. Un 16 juillet dans l'histoire, et de quoi on va parler ce soir? On va parler de cet avion. C'est l'OV-10 Bronco qui a été développé par North American, je crois. Donc c'est un peu, on va dire, le 4x4 de l'aviation militaire. Il est rustique, il est multitâche, il est prêt à cavaler là même où il y a les moustiques et hésitent à les voler. Et pourtant, lui, il y va. Il est né du programme LARA de l'US Navy dans les années 60 et il était conçu pour faire de la guerre anti-guérilla. Donc vous voyez, c'est un avion bipoutre, hein, c'est-à-dire qu'il a une queue avec deux poutres à l'arrière et une transverse. Et il a décollé justement pour la première fois un 16 juillet 1965. Donc c'est un peu un anniversaire du premier vol. Hein. Il est propulsé par 2 turbines Air Research T76, d'abord de 668 chevaux, puis upgradé à 725. Et il a connu plusieurs liftings au cours de sa carrière. En cours de développement, on a rallongé les ailes, on a espacé les moteurs, surtout pour épargner les tympans des pilotes. Et puis, il y a eu des essais avec les fameuses turbines Pratt & Whitney, les PT6A, qui ont été faits. Et côté terrain, le Bronco a vu du pays, puisqu'on l'a retrouvé du Vietnam jusqu'à la Colombie. Il a fait de la guerre contre les narcotrafiquants jusqu'en 2015, hein, donc c'était il n'y a encore pas si longtemps que ça, hein, une dizaine d'années, en passant par le Timor, par le Sahara occidental, par les Philippines, même la guerre du Golfe, où il est un petit peu intervenu. Il est capable de voler très lentement, de par sa configuration et sa structure, et à la fois de servir à plein de choses, de servir de taxi, de mitrailleur, de tour de contrôle volante pour de l'artillerie par exemple, et il est resté très pertinent.
Il y a 2 exemplaires modernisés qui ont même été réengagés contre Daesh en 2015, c'est vous dire. Comme quoi, donc, vieux Bronco ne meurt jamais, surtout quand il peut encore larguer des bombes avec précision. Et on précise aussi qu'il y a un exemplaire qui est en état de vol, qui est basé à Montélimar, au musée de l'aviation de chasse de Montélimar, et qui participe à de nombreux meetings. Donc si vous voulez voir évoluer le Bronco qui a volé pour la première fois le 16 juillet 65, ben regardez les meetings dans lesquels il est engagé, vous verrez que les démonstrations sont toujours assez impressionnantes. On salue notre ami Chuck qui fait aussi des démonstrations. Oui Nico, tu voulais intervenir ? Oui, non, c'était juste pour dire qu'effectivement, je l'ai vu en vol en meeting, le Bronco, là, il est assez impressionnant. Là. J'ai vu une approche avec un angle d'attaque, on va dire. Là, il a attaqué le terrain avec un angle assez important. Là, c'était impressionnant, quoi. D'accord. Voilà, donc pour les actus de ce soir, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à le faire. Oui, Freeflight qui nous dit qu'il a volé sur celui de Montélimar. Celui de Montélimar sert aussi beaucoup pour des prises de vue, des photos. Il y a beaucoup de photographes qui l'utilisent pour ça et il est assez bien foutu pour ça. Ok, bah écoutez les amis, vos réactions dans le chat évidemment. Et puis tout de suite, on va parler de ce que tu parlais tout à l'heure, Cynthia, on va parler du vol fédéral. C'est vrai qu'ici, on reçoit souvent des professionnels qui parlent d'école pro, mais on va parler aussi de toute l'activité fédérale via une fédération, la fédération qu'on a la chance d'avoir en France, avec tout un maillage d'aéroclubs pour celles et ceux qui rêvent d'apprendre à piloter, qui veulent faire des vols découvertes à pas cher, en tout cas moins cher qu'ailleurs. Bah, c'est possible en France et grâce à la fédération qu'on va découvrir ce soir au travers de son président, c'est Kevin Dupuche qui est avec nous et qu'on retrouve tout de suite. Ça va être la séquence Un visage dans les nuages. Un visage dans les nuages ? Les rencontres de la zone aéro. Et normalement il est avec nous et il est là. Kevin, bonsoir Kevin, est-ce que tu nous entends bien ? Bonsoir Sébastien, bonsoir Nicolas, bonsoir Cynthia. Bonsoir Kevin. Bon ben voilà, on fait les présentations. Kevin, le chat Kevin, président de la Fédération Française Aéro qui est avec nous. Et il y a le chat qui commence déjà de te saluer. Il y a Vince qui te dit bonsoir. Et je pense que d'autres vont suivre. Kevin, merci déjà de t'être rendu disponible et de venir nous voir dans la zone aéro, ça fait plaisir. Et puis de venir défendre l'aviation légère, c'est cool. Ouais, bah, on essaye en tout cas. C'est compliqué, c'est assez passionnant, on va dire, mais il y a de vraies menaces qui arrivent, enfin qui sont déjà là depuis un petit moment, mais qu'on essaie de contrer, qu'on arrive quand même à contrer. On en parlera sûrement tout à l'heure. Et heureusement qu'on a une fédération et beaucoup d'acteurs aussi. Il n'y a pas que nous, hein, mais il y a beaucoup d'acteurs qui permettent qu'on a un beau pays pour ça, pour pouvoir voler quand même en toute liberté. Alors justement, avant de parler de la fédération, puisque la fédération c'est un regroupement d'hommes, on va parler un petit peu de l'homme que tu es et du passionné que tu es au niveau aéronautique. Est-ce qu'en 1 minute, tu peux un petit peu nous détailler, on va faire la minute de présentation, ton parcours jusqu'à tes fonctions actuelles? Alors, c'est parti. Alors, en 1 minute, ça va être rapide. Hein. Donc, Kevin Dupuche, moi j'ai 43 ans. Je suis actuellement officier pilote de ligne chez Air France sur Airbus A350. Au niveau professionnel, j'ai commencé en 2009 en tant qu'instructeur sol chez ATR Training Center à Toulouse. Ensuite, j'ai fait de l'ATR pour Airlinair et pour ensuite la compagnie HOP. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai fait 2 ans de CRJ jusqu'en 2019. En 2019, je suis rentré chez Air France où j'ai fait 3 ans et demi de 320. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis sur Airbus 350. Donc j'ai commencé en aéroclub assez tôt, j'ai tout fait en voie privée, donc j'ai mon brevet de base à 17 ans, mon TT l'ancien PPL à 17 ans également. Ensuite j'ai fait l'école pro à Maury-de-la-Grange en tant que privé et je suis sorti d'école en 2008 avec mon CPLIR et ensuite après j'ai commencé comme je vous ai dit chez ATR Training Center en 2009 et je suis rentré en ligne enfin en 2012. Voilà, et parallèlement, je suis président de la Fédération Française Aéronautique depuis 1 an et demi maintenant. Et on va dire plein de choses après. Hop, j'ai tenu la minute. Eh ben, impeccable. On sent la préparation quand même. Hein. Un petit peu. Alors là, le parcours est impressionnant, la technique, mais à la seconde près. Et je me demandais, est-ce que tu fais de l'apnée? Parce que franchement, pour aller aussi vite... Oh, on s'y habitue, ouais, j'aime bien ça. Donc, mais je n'ai pas tout dit encore, hein, je suis allé très vite, il y a plein d'autres choses, bien sûr. Parfait.
Nico. 10 secondes. Alors, allez, dans le club, donc maintenant, je suis FI, également FE, SFE, et voilà, je suis responsable pédagogique de mon club qui est à Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon, et je suis également vice-président de mon club, et je suis élu au niveau du bureau directeur de la Fédé depuis 2009, et donc président depuis l'année dernière. Voilà. Ok. Nicolas. Ouais, non, bah moi, ma question est classique. Hein. Alors, depuis quand cette passion pour l'aviation? Alors, tu as dit à 14 ans, excuse-moi, Oui. à 14 ans, tu as commencé un aéroclub, ce qui Ouais. est très jeune. Ce qui est très jeune, très bien. Mais avant, est-ce qu'avant, tu avais déjà cette étincelle? Alors, j'ai toujours bien aimé les avions. Je pense aussi c'est parce que mon père aimait bien les avions. Mon père n'a jamais fait d'aviation et il a toujours bien aimé voir les avions. Donc peut-être qu'il m'a transmis cette passion. Mais initialement, je voulais pas faire ça du tout. Je voulais être médecin. Vous voyez, donc rien à voir. Et en fait, j'habitais dans le Nord à l'époque, hein, donc du côté de Lille. Et très souvent les week-ends avec ma famille, on allait se balader. Quand j'étais petit, j'avais 6, 7 ans, 8 ans. Sur l'aérodrome à Bondu, à l'Île-Marc, exactement. Et en fait, il y avait un grand espace vert et c'est tout bête, je faisais du vélo, du petit vélo quand on est jeune, le long de ces avions, soit parti forcément en public. Et c'est peut-être que comme ça, en voyant ces DR400, je m'en souviens, décoller au fur et à mesure. À chaque fois que j'y allais, je voyais des avions qui volaient. Donc je me suis dit un jour, tiens, je demande à mes parents, je dis, pourquoi je ne pourrais pas faire un baptême de l'air? Et j'ai fait un baptême de l'air, je devais avoir 13 ans à l'époque. Et là, quand je suis monté, c'était la révélation. Je ne voulais plus être médecin du tout et je voulais être pilote. Et voilà, et puis j'ai commencé donc mon premier vol d'instruction, c'était le 13 septembre 1995. J'avais 14 ans et 2 jours, je m'en souviens très bien. Ah ouais. Et à Bondu, donc. Ah bon, ouais. D'accord. Mais je crois qu'on a commencé peut-être à un mois d'écart, quelque chose comme ça, parce que moi aussi, c'est en 95. On s'est forcément rencontrés, tu vois, voilà, mais on ne le savait pas, mais oui, j'ai eu des instructeurs que tu as connus, j'ai eu Jean Caudrelier, après Pierre-Marie Bourgeois notamment, et Vincent Galvazi après. C'est comment ça a vendu. Ok. Voilà. Et pareil, à Bory-de-Lagrange, parce que moi, Nico, c'était chez toi. Hein. Bah ouais, moi je suis de Douai. Donc j'ai fait un peu l'aéroclub à Vitry, là. Ouais. Voilà, après j'étais instructeur à Merville. Et puis, ouais, je suis venu à Bondu de temps en temps voir des meetings, et des meetings sympas. Ouais. C'est un beau club. Ce qu'on peut voir déjà, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la filière aéroclub, on se rend compte aujourd'hui, de par peut-être nos collègues, tes collègues, que c'est un vivier d'un certain nombre de pilotes. Tous ne passent pas par le concours de l'ENAC pour devenir pilote de ligne. Et puis, il y en a qui volent pour le loisir, d'autres qui vont plus loin. Ça offre tout un tas de perspectives. C'est sûr, la grande force de la France, de manière générale, je ne parle pas que de la fédération, bien évidemment, c'est le maillage territorial. Donc ça, c'est historique, ça remonte depuis la nuit des temps. Il y a eu l'Aéroclub de France, ça remonte à 1909. La fédération a été créée en 1929, on va bientôt avoir 100 ans. Et on a, si je ne parle que des aérodromes, entre guillemets avions, hein, on en a 450 sur la France métropolitaine et en Outre-mer. Donc on a un maillage qui est énorme, quasiment pareil qu'aux États-Unis en termes de maillage, sachant que nous, par rapport aux États-Unis, le pays est beaucoup plus petit forcément. Et donc, ce qui fait qu'on peut trouver l'aviation très proche de chez nous. On estime qu'on a grosso modo un aéroclub à moins de 50 km de chaque Français. Donc ça, c'est énorme. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, le statut associatif de beaucoup d'aéroclubs font que le prix est quand même relativement abordable et ça permet de créer des vocations. Et oui, donc je pense je suis sûr que les aéroclubs ont créé d'énormes vocations et on a beaucoup de pilotes de ligne, d'ingénieurs, de techniciens aéronautiques, de contrôleurs aériens, de météorologues, plein de mécaniciens, plein de boulots qui sont venus, enfin la passion aéronautique est venue forcément par cet aspect d'aéroclub. Donc voilà, donc oui, on est un véritable vivier et il y a une statistique qui nous a été donnée très récemment par l'aviation civile, à la DGAC avec qui on travaille beaucoup. 75% des pilotes des pilotes professionnels français ont passé un PPL ou un TT à l'époque en France. C'est-à-dire que ces 75%-là sont passés soit par une école professionnelle ou soit par un aéroclub. Donc c'est-à-dire que notre filière aéronautique est vraiment fondamentale pour l'industrie aéronautique. Oui, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, c'est des forces du pays. En plus, j'allais dire au niveau associatif, dit aussi
des tarifs qui sont plus intéressants quelque part même que les écoles privées, que les écoles pro. C'est la force aussi du modèle français de la loi 1901, hein, donc c'est le modèle associatif. Nous, on a la chance d'avoir ce modèle associatif dans nos aéroclubs, puisque nous, au niveau de la Fédération française aéronautique, ne sont affiliés qu'à la fédération que des structures bénévoles, des structures associatives. C'est un choix historique, donc ça, on le garde. Et ça aussi, ça fait la force du modèle et ça fait la force de pouvoir avoir une industrie très forte et de pouvoir avoir une aéronautique aussi développée en France. On est le deuxième pays au monde à avoir le plus de pilotes privés, donc c'est la France après les États-Unis bien évidemment. On est le premier en Europe et de loin. Au niveau européen, on représente 50% des pilotes privés européens, donc c'est pas rien. Et ça, c'est grâce à notre histoire française qui est le berceau, on va dire, de l'aéronautique. On le sait très bien, voilà. Donc ça, il faut qu'on réussisse à le préserver, et ça passe par aussi bien les aéroclubs, bien évidemment, que je représente, et aussi par tout le monde, par tous ceux qui font que l'aéronautique se développe et perdure en France. Là, je pensais aussi aux constructeurs d'avions, hein, Nico, il peut en parler avec les anciens avions. Moi, je pense aussi aux avions écoles d'aéroclub. Il y avait les Stampes, il y a eu les Jodel, puis Robin, toute cette industrie qui s'est exportée partout. Et tout ça, ça a été poussé à l'époque par l'aviation populaire, dans les années 40, les années 30-40. Donc tout ça, ça a fait que c'était cette vraie mouvance qui a continué après-guerre, bien évidemment. Et tout ça, ça s'est développé énormément. Et actuellement, si on a une industrie européenne et française qui est aussi forte au niveau de l'aviation, de l'aéronautique, c'est pas que grâce à la fédération, je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est grâce à notre système français qui existe depuis la nuit des temps. Et il faut réussir à défendre ce modèle qui existe, parce que si ce modèle disparaît un jour, on volera peut-être plus pour le plaisir, mais dans 20 ans, après cet arrêt, dans 20 ans, 30 ans après, c'est l'industrie aéronautique française qui sera totalement dévastée. Et donc, il faut vraiment réussir à maintenir ces aéroclubs. On est l'un des premiers maillons de la chaîne aéronautique qui fait que notre industrie aéronautique est un vecteur essentiel pour l'activité de notre pays. Ok. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est. Voilà, c'est un accès populaire. Très très important pour donner accès à toutes les couches de la société, et puis ça permet aussi de, entre guillemets, j'allais dire filtrer, mais c'est pas vraiment le bon terme, mais voilà, pour ceux qui voudraient être pilotes de ligne ou ceux qui voudraient avoir une carrière professionnelle, ils peuvent déjà passer en aéroclub, savoir si vraiment c'est le métier qu'ils peuvent faire, et puis et voilà, et ça donne une deuxième chance si un peu on rate l'armée de l'air ou si un peu on rate le civil. Pilote de ligne, ça a pris une deuxième chance pour continuer sa passion, quoi. Ouais, et ce qui est super, c'est qu'on arrive à voir aussi des gens qui n'avaient absolument pas pensé à l'aéronautique. Quand on est jeune, quand on a 14-15 ans, on ne sait pas trop quoi faire, ce qui est normal, on cherche notre parcours professionnel. Et maintenant, il y a quand même l'accès au BIA, vous connaissez tous, le brevet d'initiation aéronautique, et cet accès, il est essentiel aussi. Cette année, on a eu quasiment, je n'ai pas encore les chiffres officiels, mais je crois qu'il y a eu entre 18 et 20 000 inscrits au BIA sur la session 2025. C'est des chiffres qui n'ont jamais été atteints, qui sont énormes. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu le bashing, l'aérobashing qu'on a énormément parlé après Covid, etc. Donc, il existe toujours, il est toujours là. Il est latent, mais il est là. Mais les jeunes considèrent quand même que l'aéronautique, il faut aller voir quand même ce qui va se passer, parce que c'est plus nous. Enfin, moi, je suis pas encore grabataire, mais je suis pas tout jeune non plus. C'est pas nous qui allons faire l'aviation de demain. C'est ces jeunes-là qui sont actuellement dans le BIA, etc. Donc, en les captant, en leur prouvant que l'aéronautique, c'est possible et qu'on peut faire des carrières aussi bien de pilotes, techniciens, comme je dis, ingénieurs, etc., ça leur crée leur parcours professionnel. Donc, il y a tout ce système qui est mis en place et qui permet de montrer que que l'aviation, l'aéronautique, c'est possible et c'est pas réservé qu'à une élite. Et c'est ça qui est aussi un point essentiel. Vous avez peut-être parlé dans les précédentes émissions, vous avez peut-être vu, il y a eu un rapport qui est sorti de la GERPégase justement sur l'aéronautique et sur le fait que les gens ne connaissent pas le milieu aéronautique. Et on a ce défaut-là, il faut le dire clairement, on a des défauts. Et le défaut, c'est que les gens pensent que c'est un milieu qui est réservé à une élite. Et on le voit très bien. Et c'est peut-être
ce manque qu'on a aussi peut-être au niveau de la Fédé, hein, on n'a peut-être pas assez travaillé là-dessus, on y travaille en tout cas maintenant, c'est de communiquer beaucoup plus auprès du grand public et auprès aussi des institutionnels pour dire que les gens qui sont sur l'aérodrome et qui font de l'avion là tous les jours, c'est pas que, comme on dit, comme j'ai marqué dans un édito, c'est pas que les friqués du dimanche après-midi, les nantis du dimanche après-midi qui sont plaisir pour leur petit plaisir à eux. Non, on est là pour, justement, au contraire, c'est une école qui est ouverte à tout le monde. Et j'en suis l'un des exemples aussi. Moi, j'ai des parents qui ne sont pas forcément fortunés. Et si je n'avais pas eu l'aéroclub près de chez moi, si je n'avais pas eu les aides à l'époque de la fédération, bah, je ne serais certainement pas là où j'en suis actuellement. C'est-à-dire que je ne serais pas pilote de ligne chez Air France. Donc, tout ça pour dire aussi que ce n'est pas réservé à une élite. Et les aéroclubs, les écoles professionnelles, les françaises, tout le monde est là pour faire rayonner l'aéronautique française. Et ça, c'est hyper important. Alors, il y a des réactions dans le chat. Il y a déjà Philémon. Alors, je vais juste prendre, peut-être afficher la réaction de Vince qui est dans le chat, voilà, et qui dit, lui, il pense que c'est plutôt une élite financière, qu'à son époque, quand il s'était renseigné, c'était 7 000 € pour passer le PPL. Mais 7 000 €, c'est sur 2 ans. Après, il faut peut-être voir aussi, par rapport peut-être à une occupation ou une autre activité, combien est-ce que ça coûte et quel est le prorata. Alors oui, clairement c'est un coût, on est d'accord, c'est un coût, c'est un investissement. Bon, là aussi, on voit très bien que le coût des matières premières a énormément augmenté. L'essence avion a fortement augmenté aussi, comme l'essence voiture. Hein. Je veux dire, dans les années 2000, tout le monde disait, moi je me souviens, c'était encore en francs, quand l'essence arrivera à 10 francs, l'essence avion arrivera à 10 francs, on ne volera plus. Ça fait 1,50 € pour les plus jeunes d'entre nous. Après, on s'est dit, quand l'aviation LL passera à 2 €, on ne volera plus non plus. Ben, on voit qu'elle est à 2,40 €, 2,50 € et ça vole toujours autant, notamment sur les formations de base. Donc oui, ça a un coût, mais c'est un investissement. D'ailleurs, il y a des aides de la fédération. Ça a un coût, c'est un sport mécanique aussi, il faut dire ce qui est. Tout a explosé après Covid en termes de coûts. Je ne vous l'apprends pas. Donc oui, ça a un coût. Mais pour la plupart des jeunes, ça peut être un investissement et un pari sur son futur et développer en ayant piloté quelques avions, en ayant eu effectivement un PPL sur 2 ans, voire 2 ans et demi, voire 3 ans. Hein. C'est comme tout. Il y a des gens qui achetaient des cigarettes, ça coûte 10 ou 12 € le paquet. Si on achète un paquet tous les jours, faites la somme et vous voyez que venez mettre plutôt la somme dans l'aéroclub, c'est moins dangereux pour la santé, ça sera meilleur. Donc oui, c'est un coût, clairement, c'est un coût. Mais il y a des aides aussi, hein, la fédération est là aussi pour aider les moins de 21 ans. Donc on donne des aides à hauteur de 2700 € quasiment sur l'obtention d'un PPL. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, certes, mais la somme que ça représente à l'année pour la fédération, on donne quasiment 1 million d'euros pour les moins de 21 ans. Donc c'est 25% du budget de la fédération. Donc, quelle entreprise actuellement donne 25% de son budget pour des moins de 21 ans? Je ne sais pas. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, j'ai fait le calcul vite fait, là. Je veux dire, un mec qui fume pas, qui achète pas son paquet, qui fume tous les jours, par exemple, un paquet. Bon, je pense que c'est une moyenne. Je veux dire, allez, en 2 mois, il se paye un PPL, quoi. Ouais, si pendant 2 mois, il arrête d'acheter un paquet, il se paye son PPL, hein. Et sachant qu'un PPL, ça peut se passer sur 1 an et demi, 2 ans, en fonction du temps. Et puis aussi, après, vous payez en fonction de vos vols. Donc, les aéroclubs aussi s'adaptent. C'est peut-être la différence qu'on a un peu avec les écoles commerciales, les écoles professionnelles, qui, elles, contraignent un petit peu sur un timing parce qu'ils ont de la charge à assurer, il y a des instructeurs, etc., à payer, etc. Nous, le gros avantage, c'est que la formation, elle peut être faite n'importe quand. Il y a un programme, bien sûr, qui est déposé et qui est suivi, mais on va faire ça progressivement. Donc ça aussi, c'est important. Et on s'adapte au public. Et on a déjà vu, moi j'ai formé beaucoup de jeunes dans mon aéroclub qui n'étaient pas tous friqués et qui maintenant sont soit pilotes de chasse ou soit pilotes de ligne aussi. Donc on arrive à créer des vocations. Et oui, quelquefois, il faut faire des petits efforts financiers, mais derrière, ça peut payer. Et encore une fois, je vous dis, moi, par exemple, si je n'avais pas eu l'aéroclub, je ne serais pas là où j'en suis, hein, clairement. Il y a beaucoup de pilotes de chasse, d'ailleurs, que je connais, qui sont passés par le club avant de passer les sélections, justement, pour avoir, on va dire, un petit peu de recul et d'expérience sur la partie aéro, mais aussi qui sont retournés après. Ils étaient pilotes et ils sont retournés en club, soit pour faire de l'instruction, soit pour voler pour le plaisir. Tout à fait. Prendre le temps, en fait. Je confirme, moi, le premier élève que j'ai eu en tant qu'instructeur, et donc j'ai eu un aéroclub, il venait en vélo,
il était très motivé, tout ça, et puis il a passé son PPL, etc. Et puis il est devenu pilote de chasse. Oui. Voilà. Et puis souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans les aéroclubs, quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont bénévoles, qui viennent donner de leur temps. Moi, je me souviens, j'ai démarré par le BIA parce que ils sont venus démarcher dans mon lycée. J'aurais peut-être jamais été dans l'aéronautique s'ils n'avaient pas fait ça. Et ils sont venus parler du BIA. Ils nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Ils ont bénévolement pris du temps tous les samedis pour nous faire les cours. On a passé l'examen et après, ils nous ont expliqué le processus avec la FFA et les aides qui étaient apportées en passant chaque étape de notre brevet et jusqu'où on pouvait aller. Et finalement, déjà l'instructeur est bénévole, les enseignants sont bénévoles. Donc finalement, comparé à une école, on peut beaucoup y gagner, autant en échange avec les personnes que également en financier. Donc la fédération participe énormément et encadre énormément, je trouve, les aéroclubs et fait vivre les aéroclubs qui sont, à mon sens, la première porte. Et comme tu disais, Nicolas, je reprends tes propos, mais vraiment pour le grand public, parce que souvent on n'ose pas franchir la porte, on se dit les grandes écoles, c'est pas pour moi, je ne pourrai jamais, alors que l'aéroclub est là justement pour ouvrir toutes ces portes et tous ces passionnés qui sont pas forcément professionnels et qui donnent cette envie de devenir professionnels. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu disais, par rapport au coût, c'est vrai que nos structures sont on est tous pour la plus grande majorité bénévoles. Même moi, en tant que président de fédération, ma fonction de président, elle est bénévole. Je ne suis pas rémunéré pour ma fonction de président, ça il faut le savoir aussi. Donc je donne de mon temps pour la Fédé, ça c'est un fait. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que la France, justement, c'est moins cher aussi par rapport à d'autres pays européens au niveau PPL, parce qu'on a cette structure bénévole et cette structure associative, vous le savez très bien, on ne paye pas la TVA. Donc ça, c'est parce qu'on est une structure associative. Donc déjà, on gagne 20% de coût. Donc oui, c'est cher, mais s'il n'y avait pas ces statuts associatifs, si on n'avait pas ces associations, ça serait encore plus cher. Donc c'est pour ça que l'aviation aussi marche beaucoup en France, parce qu'elle est moins chère qu'ailleurs. Et d'ailleurs, on peut dire de manière très certaine que la fédération aujourd'hui est la plus grande école de pilotage de France. Ah oui, même d'Europe. Au niveau des heures, on représente, bon an, mal an, on est à peu près entre 230 et 250 000 heures de vol par an de double commande. Ouais. Oui. Voilà, donc on est la première école de formation en Europe. Ça c'est clair, à travers nos aéroclubs, à travers nos 600 aéroclubs. Donc ça c'est énorme. Oui, ça c'est énorme. C'est un poids qui est énorme. Et ce qu'on voit, c'est que sur les dernières années, sur les 25 dernières années, ce chiffre de 230 à 250 000 heures de vol est toujours à peu près identique. Il n'a pas chuté, hormis 2020 avec le Covid, mais ça c'est une année qu'on met à part avec les confinements, etc. Mais ce nombre d'heures est toujours à peu près constant. Et donc ça prouve aussi que notre école de pilotage, notre école aéronautique, elle vit bien et on arrive à créer des pilotes. Et ça marche bien. Ça c'est essentiel. Et on est la première, j'aime bien le dire, on est la première école de pilotage en Europe. Ah bah oui. Mais au-delà de créer que des pilotes, je trouve qu'il y a aussi créer, une cohésion. Il y a une famille, on rencontre des gens qui sont investis. Notamment, je trouve que les activités proposées par la fédération aident beaucoup à cette cohésion, ces échanges. Où, par exemple, il y a les jeunes pilotes qui font des rallyes aériens, il y a le pilotage de précision, et ça donne l'émulsion, je trouve, aux jeunes pour s'investir et pour avoir envie de rencontrer d'autres jeunes, de partager leur passion, d'approfondir leur pilotage et leurs connaissances. Et je trouve que c'est très intéressant. Et même une mixité sociale. Oui, tout à fait. Totalement, mais c'est tout ça. On l'a vu aussi après Covid. On avait une crainte, c'était que le nombre de licenciés se casse la figure et que beaucoup ne reprennent pas de pilotage. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fait, on crée de la passion. Et on est tous réunis autour de cette passion-là. Et on voit beaucoup de gens. Moi, dans mon club ou dans les clubs que je visite, souvent il y a des gens qui viennent et qui viennent juste parce que il y a l'ambiance club. Ils vont pas venir forcément voler parce que soit ils n'ont pas de sous, soit c'est pas le moment, ou soit l'avion est pas dispo. Mais ils viennent quand même au club. Il y a cet attachement au club et on va venir boire un café, boire un coup, discuter avec les copains. Et ça c'est l'ambiance aussi. Aéronautique qu'on aime bien, c'est la passion en fait, et on est vraiment aussi un milieu de passionnés, et ça c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et on a effectivement, comme tu l'as dit aussi Cynthia, on a les sports aériens qui sont
qui se développent aussi pas mal, la voltige, le rallye aérien, le pilotage de précision, l'ANR. On a ces disciplines que nous délègue le ministère des Sports, puisqu'on a une double tutelle, ministère des Transports et ministère des Sports au niveau de la Fédé. Et donc, on organise des championnats ou des compétitions interrégionales. Et ça marche bien parce qu'en général, ces heures de vol, elles sont pas mal subventionnées par la Fédé ou par les comités régionaux. Donc ça, c'est sortir un peu du tour de piste parfois, faire des nouvelles activités, et ça permet de rencontrer plein de gens sur d'autres terrains et de faire des potes. Et puis après, une fois qu'on a fait du rallye aérien une année, on en fait une deuxième année, on va retrouver les gens qu'on avait déjà vus, et on y revient la troisième année parce que c'était sympa. Et puis même si on n'est pas premier, si on n'a pas une médaille, on sera content, on aura passé un bon week-end. Et ça, c'est essentiel pour nous, l'animation des clubs et le fait d'avoir des activités qui sont accessibles à tous. Les Français d'ailleurs reviennent souvent avec des médailles, hein. Entre le rallye aérien, la voltige, en ce moment... La voltige, oui. Les derniers championnats du monde de 2024, c'était en Pologne l'année dernière. Je crois qu'il y avait 17 podiums au total avec toutes les catégories qu'il y a, et les différents programmes notamment. Et je crois que j'ai entendu 13 ou 14 fois la Marseillaise. C'était incroyable, sur 17 podiums. Donc oui, on est leader dans ces disciplines-là. Et encore une fois, grâce à l'école française, grâce à tout ça, on peut capter des jeunes, on peut capter des gens qui vont commencer la voltige, qui vont s'y mettre. Après, effectivement, pour arriver sur la voltige de haut niveau, oui, les moyens financiers, il en faut, parce qu'actuellement, on aurait tendance à dire les avions monoplaces, les avions de voltige monoplaces, ça coûte cher, mais on arrive quand même à trouver des sponsors, hein, les pilotes arrivent à se faire sponsoriser. C'est pour ça aussi qu'on a fait pas mal de visibilité, notamment, vous vous en souvenez, en 2019 avec les mondiaux à Châteauroux, où il y a eu énormément de monde. C'était aussi pour donner une visibilité, pour trouver des sponsors pour nos pilotes également. Donc tout ça, il y a toute une dynamique autour de ces sports aériens qui fait que oui, ça marche très bien. Et la France est leader dans beaucoup de domaines aéronautiques, et malheureusement, les médias en parlent très peu. Ouais, les médias, on va dire, non aéronautiques. Ouais. Et je sais que l'année dernière, pour réussir à avoir un petit encart dans le Figaro, notamment, et je crois que c'était sur TF1 Info, j'avais fait passer sur Instagram pas mal de choses, et tous les pilotes avaient relayé en taguant TF1 Figaro, et on avait eu un petit encart après dans ces médias-là. C'est dommage d'en arriver là parce qu'on a des médailles et on est un sport, et malheureusement on est un petit peu connoté négativement en ce moment depuis le Covid et depuis tout ce qui se dit, mais encore une fois c'est des idées reçues, et on n'est pas que des dangereux pollueurs qui se font du plaisir le dimanche après-midi et voilà. Donc, Alors je rappelle à tout le monde que nous sommes avec Kevin, qui est avec nous, Kevin Dupuche, qui est pilote de ligne et président de la fédération. On parle du développement de l'aviation légère. Si vous avez des questions comme Philémon, comme Vince, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein. On va dire que la foire aux questions, elle est ouverte. Allez-y, posez vos questions, on les met de côté. On va en aborder une tout de suite. C'est Philémon qui la pose. Tu parlais tout à l'heure de ton occupation entre pilote de ligne, activité club, activité fédération. Comment est-ce que tu t'organises pour arriver à faire tout ça ? C'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. En fait, ce qui est hyper important, c'est l'agenda. Il faut pas avoir un grain de sable dans l'agenda, sinon ça se passe pas très bien. Non, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient beaucoup. Déjà, il faut avoir vraiment un entourage qui accepte que je sois souvent parti déjà pour le boulot professionnellement, et puis aussi sur mes jours de repos, il faut que quelquefois j'aille à la fédération, enfin assez souvent, il faut que je me déplace sur des terrains pour des réunions ou à la DGAC, etc. Donc ça, il faut déjà avoir un bon soutien. Mais après, c'est une organisation de planning. Moi, je suis quelqu'un d'assez hyperactif aussi, hein. J'aime pas quand je ne fais rien chez moi, je m'ennuie. Donc j'ai toujours quelque chose à faire, j'aurais tendance à dire. Donc oui, ça peut être compliqué. Ouais. C'est compliqué dans le sens où même quelquefois, quand je suis en escale, je vais organiser des visioconférences parce qu'il y a des sujets à traiter qui doivent être traités rapidement. Donc, mes collègues le savent, souvent quand je suis en escale avec eux, je ne vais pas forcément aller visiter des endroits sympas parce que j'ai un peu de boulot pour la fédération. Donc, c'est une organisation un petit peu prenante, mais c'est passionnant parce qu'on arrive à faire quand même bouger des sujets, et ça me prend, on va dire, le président de la Fédé, si je veux bien faire les choses, c'est on va dire entre les mails et tous les sujets à traiter, c'est entre 2 et 3 heures par jour de travail. Oui. Facilement. C'est un demi-métier presque. Ouais, c'est un métier, hein. C'est un métier. Et c'est un métier, et encore, heureusement, j'ai des très bonnes équipes à la Fédé, donc je suis pas mal entouré.
par mes équipes salariées de la fédération et plus par mon comité directeur, mon bureau directeur qui me soutiennent bien, parce que j'ai quand même quelques retraités dans mon comité directeur qui m'aident bien aussi, qui me soutiennent et qui font que, par exemple, un peu de travail de représentation et je salue notamment l'ancien président Jean-Luc Charon avec qui je travaille encore beaucoup et qui me représente aussi de temps en temps en tant que président d'honneur sur des déplacements que je ne peux pas réaliser parce que je suis pris par exemple ailleurs et par mon boulot. Mais donc c'est ça qu'il faut jongler. Mais en général, les gens, même mes interlocuteurs institutionnels comprennent très bien mes contraintes et donc ça se passe quand même globalement très bien. Ouais, il y a Vince qui demande si tu arrives à faire aussi des tâches pour la Fédé pendant les phases de croisière en ligne. Non, alors, j'avoue, oui, j'en ai fait quelques fois. C'était notamment sur le lancement des examens théoriques qui ont été repris, vous savez, par la fédération, un peu suite au désengagement de la DGAC. Donc là, j'avais fait, sur mes temps de repos en vol, j'avais fait un petit peu de travail parce que c'était obligatoire. Enfin, il fallait vraiment que j'avance très vite sur ce sujet-là. Mais sinon, non, quand je suis en vol devant, en cockpit, non, je suis concentré sur mon vol. Et la fédération, c'est quand je suis au sol, ça c'est clair. Priorité, sécurité avant tout. Et c'est mes passagers qui comptent et mon équipage et pas la Fédé quand je suis aux commandes devant 350. Ça va rassurer tous ceux qui sont derrière avec les billets. Vince qui pose cette question, on revient sur les rallyes tout à l'heure, l'activité, mais ça marche aussi pour la voltige. Comment est-ce que c'est financé? Est-ce qu'on peut compter sur des mécénats, sur des sponsoring? Qu'est-ce que ça peut représenter en fait? Actuellement, pour les pilotes qui font déjà du rallye, donc c'est... ou du pilotage de précision, soit ils se financent eux-mêmes. Donc en général, on est à deux en rallye, donc on peut diviser le prix de l'heure de vol par deux, par exemple. Et en plus de ça, sur des rallyes des compétitions régionales ou nationales, il y a la fédération, enfin les comités régionaux ou la fédération qui prennent en charge en général une partie des déplacements ou des frais de vol. Donc ça, c'est sur le budget fédéral. Donc c'est grâce aussi aux cotisations que les adhérents payent tous les ans, grâce aux subventions qu'on arrive à récupérer du ministère des Sports et aussi du ministère des Transports. Je pense que l'année prochaine, les subventions du ministère des Sports et des Transports vont se réduire comme peau de chagrin. Ah oui. Je pense que là, je pense que j'apprends rien à personne. Et c'est les cotisations aussi des adhérents qui font que nous, on peut aider sur certaines actions les adhérents qui vont faire telle ou telle compétition, tel ou tel sujet, etc. Donc oui, c'est très souvent sur les données de la fédération et puis sur les fonds propres aussi de la fédération qu'on peut donner des subventions pour ces sports-là, oui. Après aussi, certains pilotes trouvent des sponsors locaux, des mécènes, et pour essayer de trouver des financements pour eux. Et nouveauté aussi, la fédération cette année, on a lancé dans la fondation pour le futur de l'aéronautique, la fondation FFA, pour justement capter des mécènes et des sponsors beaucoup plus importants pour pouvoir financer des actions, notamment, on en parlera peut-être un peu plus tard, de transition énergétique ou des actions pour les jeunes, pour les aider peut-être dans des mûrissements ou dans leur formation, par exemple aussi, pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. On disait que ça coûte cher tout à l'heure, peut-être que si on trouve certains mécènes qui voudraient soutenir des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, peut-être que la fédération pourrait donner un peu plus que les subventions qu'elle donne actuellement grâce à la fondation. Donc voilà, il y a toute une réflexion aussi en cours là-dessus, parce qu'on sait que sans l'argent, c'est compliqué, donc il faut qu'on arrive à soutenir aussi l'activité par ce biais-là. Ok, d'accord. Nico, voilà. Cynthia? Ouais, non, moi ça me rappelle, j'avais organisé, ça ne demandait pas de sous parce que c'était un concours entre membres du club et puis comme je suis un peu passionné d'histoire, tout ça, notamment 14-18, etc., j'avais mis une ambiance, j'avais fait une ambiance un peu escadrille et en fait j'avais organisé des missions de reconnaissance. Donc il fallait que les gens partent en avion, aller reconnaître deux routes qui se croisent avec, je sais pas, un monument spécifique ou des choses comme ça. Donc il y en a un qui pilotait, l'autre qui prenait les photos, et puis ils allaient à l'endroit prévu, et puis ils devaient trouver, et puis photographier l'endroit, et puis ils revenaient, et puis avec des points, etc., en fonction du temps, etc. Donc voilà, donc c'était des bons souvenirs d'organiser quelque chose de ludique, quoi, parce que c'est pas que, comme tu disais, Kevin, c'est pas que faire du tour de piste non plus, hein, il y a des trucs ludiques bien sympathiques à faire, hein.
Ben c'est sûr, et c'est pour ça que par exemple cette année aussi, on a mis en place, ça fait la deuxième année qu'on a mis ça en place. L'année dernière, ça s'appelait le Challenge Michelin, vous avez peut-être vu. Et cette année, c'est la Crystal Cup FFA. Et ça, c'est une idée d'animation avec un vol pour nos pilotes qui sont brevetés PPL ou même ABL par exemple. C'est un vol local où on va faire des exercices de mania qui sont enregistrés grâce à notre téléphone et ça nous donne une genre de notation pour faire un classement derrière. C'est pour l'émulation ça. Et donc, en fait, on arrive à créer des outils maintenant qui permettent, comme tu le disais, de sortir du tour de piste et de faire quelque chose de ludique et pour donner de la cohésion et faire un challenge entre pilotes de toute la France. Ça, c'est génial. Et donc ça, on le fait effectivement. Et toutes les idées comme ça qui permettent de mutualiser, de faire de l'animation du club, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Ouais, et puis ça permettait en fait aux pilotes de partager parce que il fallait monter avec quelqu'un pour prendre la photo. Donc, soit membre du club, autre pilote, ou soit quelqu'un qui faisait pas, qui était venu faire un tour, ou quelqu'un de la famille, je sais pas. Enfin bref, du coup ça forçait les gens à partir à plusieurs, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est hyper important, ce côté, on va dire, ludique et convivialité. Et c'est ça aussi qui donne de la cohésion dans les clubs, parce que on va rencontrer des pilotes qu'on n'avait pas forcément croisés. Et on va faire ce challenge ensemble, ça te dit, hop, c'est parti. Puis après, on va refaire peut-être avec d'autres pilotes vont le voir. J'ai fait ça avec un tel, c'était super, je vais le faire aussi. Et puis ça crée aussi toute une émulation autour du club, et ça, c'est génial. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que il y avait plus d'ambiance, comme tu l'expliquais tout à l'heure, de repas, de boire un coup ensemble, tout ça. J'ai plus vécu ça au niveau que quand je joue au basket, au club de basket, quoi. Je veux dire, au basket, à l'entraînement, on rentrait chez soi, on faisait le match le samedi, on rentrait chez soi, quoi. Après, voilà, quoi. Mais en aéroclub, il y avait beaucoup plus de moments conviviaux. Très régulièrement, quoi. Les basketteurs sont peut-être moins conscients de la notion de remplissage de réservoir. On ne sait pas. Oui, voilà. Moi, j'ai dit une bêtise. J'aime beaucoup. Il y a une question très intéressante. Vas-y, Cynthia. J'ai une petite question. Je voudrais savoir, parce qu'on en avait parlé du coup de la Crystal Air Cup, je voudrais savoir s'il y en a qui l'ont essayé dans le chat. Suite à notre remarque, s'il y en avait qui l'avaient essayé, si c'est le moment de donner votre avis, vu qu'on a Kevin ce soir, donc c'est l'occasion de donner votre avis si vous l'avez essayé. Ben voilà, dites-nous si vous avez testé. Je vais la faire la semaine prochaine. C'est prévu, je vais faire mardi ou mercredi prochain. Ok. Eh bien, écoute, j'en ai parlé à mes élèves, je pense qu'on va le faire aussi. Ouais. Très bien. Excellent. Ouais, je vais les motiver, là. On va faire une petite équipe et tout. Bon, après, c'est pas Aéroclub, mais c'est pas grave. Voilà, ça marche pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Pas hésiter. Et on t'amène du renouveau, Cynthia, c'est bien. Il y a Titidoy44 qui pose cette question. Bonjour, je souhaiterais passer le PPL. J'ai 24 ans, je suis alternant et j'ai une passion pour l'aviation qui s'est développée. Avez-vous des conseils, démarches, financement? Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Titidoy44? Déjà qu'il se renseigne près de chez lui, il y a forcément un aéroclub, donc il aille pousser la porte d'un aéroclub pour déjà connaître les tarifs du club local. Après, s'il y a plusieurs clubs, je ne sais pas s'il peut nous dire dans quelle région il est, Titi Boy, on pourra peut-être l'aiguiller. Après, au niveau des financements, c'est ce qu'on a dit, ça a un coût, mais c'est un coût qui peut être réparti sur plusieurs années. On n'est pas obligé, et l'un des avantages, comme je disais, des aéroclubs aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de payer au début l'intégralité de la formation. On va payer au fur et à mesure de ses vols, on a un compte vol qu'on va alimenter au fur et à mesure qu'on vole. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que quelqu'un qui peut mettre, je ne sais pas moi, que l'équivalent de 2 heures de vol dans le mois, il mettra l'équivalent de 2 heures de vol dans le mois à l'aéroclub et puis il volera pour l'équivalent de 2 heures. Après, il faudra peut-être mettre un petit coup de boost sur la fin pour passer le PPL à un moment donné. Mais voilà, je veux dire, l'avantage, c'est que c'est accessible, c'est possible et avec peut-être, en fonction de ses contraintes financières, faire peut-être quelques efforts. C'est un sport mécanique, encore une fois, n'importe quel sport mécanique coûte de l'argent, effectivement, mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on est quand même les moins chers d'Europe parce qu'on a notre statut associatif qui fait que c'est l'école française aéronautique est accessible. Donc oui, ça a un coût, mais peut-être avec on l'a dit,
petit changement d'habitude de vie, peut-être que ça permettra de financer le BPL, donc c'est totalement faisable. Après, des financements, il a 24 ans, après des financements, ça, il faut trouver peut-être des sponsors locaux, des choses comme ça, des gens qui peuvent aider. Mais dans tous les cas, à l'aéroclub, forcément, vous aurez des prix d'avion qui seront moins chers qu'ailleurs, hein, notamment d'autres pays européens, ça c'est clair. Alors, je sais que ça ne marche pas toujours, mais est-ce qu'on pourrait envisager à terme, je pense pour des gens qui ont déjà peut-être un peu d'années de travail, d'avoir des systèmes, alors je ne sais pas si c'est possible ou pas, notamment par le statut associatif, je pense par exemple à mon compte formation, qu'on pourrait débloquer, c'est pas possible ? En fait, le compte formation, ça marche pour moi pour les formations professionnelles. Nous, comme on fait de la formation privée, même si on dit que c'est un prérequis pour être professionnel, actuellement, ça marche pas. En tout cas, au niveau de nos aéroclubs, ça marche pas. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. On avait travaillé à un moment donné avec la DGAC pour faire reconnaître ce statut. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué avec tous les ministères, donc ça n'a pas forcément marché pour le moment. Donc voilà, c'est le côté pilote privé, donc c'est pas professionnel. Donc il y a du pilote professionnel en plus qui existe, donc de suite les systèmes étatiques nous disent attendez, le privé c'est pas du pro, et il existe un diplôme de pilote pro. C'est pour ça que par exemple un diplôme de pilote pro, on peut pourquoi pas se financer avec son CPF, une partie. Alors après il y a des conditions, je crois qu'il faut être Calliope, etc. Il y a des conditions derrière, mais nous c'est pas possible pour le moment. Ok, c'est dommage parce qu'en plus, mon compte formation, pourquoi c'est automatiquement très professionnel? On pourrait très bien envisager que les gens peuvent aussi se former pour apprendre pour le plaisir. Oui. Mais pour eux, pour le moment, ça ne marche pas comme ça, donc peut-être que ça changera, on va voir. Donc, ça sera bien. En tout cas, c'est un sujet qu'on avait sur lequel qui n'est pas forcément enterré pour nous au niveau de la fédération, puisque c'est la commission recrutement et jeunes qui travaillait sur ce dossier-là et qui avait mis notamment la DGAC et les autres institutionnels. Et c'est pas un sujet qui est intérêt. Bien évidemment, si on peut le faire, on le fera, parce que c'est encore une fois, c'est pas clair comme alimент. Donc oui, si ça marche un jour, on le fera savoir, bien évidemment. D'accord. Ok. Mais je crois que c'est toujours un problème d'image quand même. Je trouve que c'est un problème, personnellement, je trouve que c'est un problème d'image de l'aéronautique. Parce que dans plein de milieux, par exemple, on peut avoir des formations qui sont pour le plaisir, mais l'aéronautique, c'est toujours mal vu. C'est triste quand même qu'il y ait toujours cette mauvaise perception, comme tu disais, du pilote du dimanche hyper friqué qui vient et qui fait son vol, alors que finalement, c'est hyper mixte. C'est un milieu qui a toujours été considéré comme élitiste, c'est vrai, alors que, comme tu dis, il est hyper élitiste. Mais après, il faut aussi je suis quelqu'un d'assez direct, vous le savez, il faut aussi savoir bailler devant sa porte. Et parfois, il ne faut pas se leurrer, vous allez arriver sur un aérodrome, moi j'ai déjà fait comme ça, et vous voyez, quand vous arrivez, vous allez avoir beaucoup de belles voitures, beaucoup de gens qui vont un peu s'appêter, il ne faut pas se cacher, on se connaît dans le milieu. Voilà, donc des gens qui vont montrer un petit peu ce côté. Alors je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait ce côté élitiste, parce que bon, forcément à un moment donné, il y a des pilotes de ligne, il y a des gens qui ont réussi leur vie, il y a des gens, voilà, donc c'est normal de rouler avec la voiture qu'on veut, qu'on a gagné son argent, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il faut qu'on sorte un peu quelquefois de cet entre-soi et de se dire, quand on arrive sur un terrain, on voit des gens quelquefois qui arrivent. Et on va pas les renseigner, on va se cacher parce qu'on va préférer rester entre nous. Et ça donne quelquefois une mauvaise image. Et on a aussi eu toujours cette notion historiquement de se dire que on était des pilotes, donc on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Donc il y a eu aussi ces petits aspects-là qui font que maintenant, il y a un petit peu ce bashing qui est arrivé. On l'a vu notamment sur des problématiques de riverains à l'époque, où les riverains, ils s'approchent des aérodromes. Ils ont construit pas très loin des aérodromes, donc en toute rigueur, ils n'ont rien à dire. Mais à un moment donné, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut prendre en compte le contexte. Il faut voir qu'ils ils sont autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on se les met à dos et à un moment donné, ça va mal se passer, ou soit on essaie de construire quelque chose et que ça va mieux se passer. Et donc, c'est là où il faut qu'on... il y a peut-être eu certains clubs, par exemple, ou certaines entités, où quand il y avait des problèmes de riverains, c'est bon, ils nous font... voilà. Et on n'a pas pris en compte ces aspects-là. Donc, qu'est-ce que ça dit? Les riverains de l'autre côté, ils disent regardez-moi ça, ces bandes de machins qui se font plaisir le dimanche après-midi, ils font du bruit, ils polluent, et ils nous écoutent même pas. Donc il y a... Vous voyez, il y a tout un contexte aussi qu'il faut prendre en compte. Je ne dis pas que les riverains ont toujours raison, je ne suis pas les premiers à les soutenir, mais je dis qu'il faut qu'on instaure de temps en temps un dialogue.
Et il faut savoir dialoguer. Et si on arrive à dialoguer, en général, on trouve toujours des solutions et ça se passera bien. Et ça, c'est essentiel. Et souvent, quand on arrive sur un aérodrome, quelquefois, il y a un petit peu d'entre-soi, il y a un petit peu aussi on montre un côté un peu élitiste, c'est vrai, mais c'est là où il faut qu'on casse un peu ses préjugés. Donc ça passe en faisant des journées portes ouvertes, en faisant des forums aéronautiques, en faisant des meetings aériens, en faisant des journées découvertes pour les écoles, par exemple. On fait venir les lycéens, les collégiens, on fait pas mal de choses avec la biodiversité aussi. On fait venir des petites écoles de primaire ou alors vous allez dire, c'est tout bête, on va faire venir des gamins de CE2 ou de CM1 sur l'aérodrome pour venir voir les bestioles qu'il y a sur l'aérodrome. Mais oui, mais ces petits jeunes là qui viennent, ils sont peut-être avec leurs parents. Et si un jour il y a une pétition lancée pour fermer le terrain parce qu'on est bruyant, peut-être que le parent va dire attends, je vais peut-être pas la signer cette pétition parce que quand je suis allé sur l'aérodrome, les gens ils étaient hyper sympas, ils se sont investis pour mon gamin, voilà ce qui se passe sur l'aérodrome. Je vais pas signer cette pétition. Donc voilà, vous voyez, il y a tous ces éléments-là qu'il faut que il faut que tout le monde joue ce jeu-là, et c'est hyper important à ce niveau-là. Sinon, oui, les gens ne nous connaissent pas et ne savent pas ce qu'on fait et nous considèrent comme élitistes. Alors, tu parles des riverains. Alors oui, effectivement, il y a le problème depuis des années, et ce problème s'amplifie, tu en as parlé tout à l'heure, de ces problèmes de riverains, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui des pressions politiques, où des gens disent non, et finalement que ce soit plus ça, enfin que les riverains se basent beaucoup plus sur ces pressions politiques pour dire voilà, en fait on fait un peu d'électoralisme. Oui, forcément. Le riverain, il habite dans une commune, un aérodrome, et le maire ou la collectivité, forcément, c'est l'électeur pour lui. Mais en général, ce qui se passe, c'est que aussi les collectivités, les maires, les politiques ne nous connaissent pas. Ne nous connaissent pas. Moi, j'étais surpris. Vous avez sûrement suivi l'épisode de Salon et Guerre, avec la fermeture du terrain des Guerres. J'ai rencontré fin mai le maire des Guerres. Mais quand on parle avec lui, moi j'ai eu de très bonnes relations de suite avec lui, mais c'est pas quelqu'un qui connaissait le milieu aéronautique. Et quand on lui explique tout ce qu'on fait à côté de ça, quand on fait du BIA, quand on fait de la formation pour les jeunes, que ces jeunes vont devenir un jour professionnels de l'aéronautique, aussi bien techniciens que, comme j'ai dit, que pilotes, que autre chose, n'importe quel ingénieur, n'importe quel... Mais quand on explique tout ça aux gens, aux politiques, ils disent « Ah ouais, c'est pas con quand même. C'est bien ce que vous faites d'ailleurs. Ah le terrain, je vais peut-être pas le laisser fermer et je vais essayer de le rouvrir. » Bon, après, il y a d'autres problématiques sur les guerres, je vais pas y revenir. Plutôt des problèmes, encore une fois, de chez nous. Enfin, pas de chez nous, pas d'Alcota, mais de notre milieu aviateur, on va dire. Voilà. Et c'est pour ça que c'est peut-être encore fermé à l'heure actuelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on nous communique. Et qui peut communiquer vers les politiques? C'est les clubs ou c'est les écoles. C'est de dire, regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait. On est là depuis X temps et on est des créateurs on est un vecteur social puissant. Parce qu'on va créer des vocations, on va créer de la richesse pour le pays. Et on est là, pas contre le friquet, pour se faire plaisir le dimanche. Et ça, il faut impérativement passer ce dialogue auprès des politiques. Là, il ne faut pas se leurrer, les élections municipales arrivent l'année prochaine, donc il va y avoir des pressions sur le terrain qui vont être énormes, parce que l'aérodrome fera peut-être partie du jeu politique pour être élu à la mairie. Dans des mairies. Donc c'est là où il faut justement que nous on communique, aussi bien la Fédé que les clubs, que les comités régionaux, que tout le monde, que toute la communauté, pour dire attention, on n'est pas que des fameux nantis du dimanche après-midi qui font plaisir. On a tout le vecteur social et on le développe énormément. Et le premier point d'entrée, et ça vous pouvez le dire partout, c'est le baignat. Clairement, c'est le baignat. Donc on est dans les collèges, on est dans les lycées, et pour dire que le BIA ça marche bien et que c'est quelque chose qui va perdurer au niveau de l'éducation nationale. L'Éducation nationale a créé le BIM, le brevet d'initiation à la mer, qui a été fait en partenariat avec la Fédération française de voile, après le BIA. Donc ça veut dire que ces brevets d'initiation, ça fonctionne et on a bien compris l'utilité de tout ça. Et donc ça, c'est essentiel de parler de ce point d'entrée et de parler auprès des politiques, de dire que oui, on représente quelque chose, on est des associations reconnues d'utilité publique. On fait du social, on crée de la richesse et voilà, on crée de la passion et on est une aviation, comme je dis, on n'est pas une aviation de loisirs, on est une aviation légère et sportive parce que le loisir, malgré tout, c'est une connotation un peu négative pour les gens. Ah ouais, ils vont se faire plaisir le dimanche. Donc on est une aviation non pas de loisirs, mais une aviation légère et sportive, comme je viens l'appeler. Voilà. On salue Oxfire Fox qui vient d'arriver, MLN aussi, vous êtes un certain nombre à être arrivés
récemment. Bonsoir à toutes et tous. N'hésitez pas à poser vos questions, comme Fly Madman 64 ou Philémon aussi qui pose encore des questions qui sont de côté. Et puis ça défile, hein, puisqu'on est presque à 21h50 local. On va arriver sur la dernière partie de l'émission, sur la foire aux questions remise de gaz. Avant, parole à Cynthia ou Nico. Oui, non, mais je reprends un peu en résumé, mais c'est vrai que les politiques, comme tu le dis, comme tu l'expliques, peut-être, certainement qu'ils ne savent pas exactement ce qu'est l'activité aérienne en France au niveau des aéroclubs, mais c'est un étrier populaire pour les jeunes, et accéder à cette activité, et pas de loisir, mais une activité pour devenir professionnel, et c'est un accès facile, on va dire. Parce que, comme tu le disais, il y a des aérodromes partout en France, à moins de 50 km des villes. Il y a, voilà, donc c'est ça aussi que les maires doivent comprendre, et pas seulement écouter. Puis bon, après, et puis il y a plus de verdure sur un aérodrome que dans une cité neuve, en fait. Hein, il y a plus d'herbes sur un aérodrome et d'arbres que dans une cité fraîchement construite. Hein. Il y a plus de béton là-dedans. Hein, donc, mais voilà, oui, c'est ça, c'est cette image-là en fait qu'il faut donner aux politiques. C'est que c'est un domaine effectivement qui permet d'accéder à une activité qui est une activité économique très importante dans un pays comme le nôtre, quoi. L'aérien, c'est très très important. Ouais, c'est énorme, hein, c'est une balance. Si on prend juste les chiffres de l'aéronautique française, je crois que c'est la plus grosse balance commerciale, la balance commerciale excédentaire pour la France. Donc je crois que ça représente 4,3% du PIB français, c'est le secteur aéronautique. Bon, pas nous forcément, mais Airbus, Thales, Safran, tout ça. Donc c'est énorme. Et on est un peu les pépinières, les incubateurs de ces sociétés aussi. En fait, à tous ceux qui disent il y a encore les riches là qui se font plaisir. Non, faut leur dire, faut leur répondre. Non, ça c'est un petit jeune qui va devenir après pilote de ligne et puis qui va vous emmener, je sais pas, à Vegas ou aux Antilles, et puis ou alors c'est peut-être un jeune qui débute là et puis après qui va devenir pilote de chasse, quoi. C'est ça qu'il faut leur dire à tous ces gens qui disent que ouais, non, c'est pas le plaisir. En général, si on fait des actions sur le terrain, du style journée porte ouverte, et c'est pour ça qu'on incite les journées portes ouvertes minées avec ce qu'on appelle les aéroclubs qui ouvrent leurs portes après la campagne de télévisuelle. Nous, c'est ça, c'est de créer un événement un peu national pour dire venez dans nos aéroclubs ce week-end-là pour découvrir ce qu'on y fait et pour faire venir des gens qui n'auraient pas voulu ou qui n'auraient pas pensé venir voir sur l'aérodrome. Ils vont peut-être juste passer pour voir, pour peut-être prendre un baptême de l'air, un vol de découverte, pour apprendre à piloter ou juste pour voir ce qui se passe sur l'aérodrome. Il y a des gens qui vont découvrir l'aérodrome. Et ça, c'est essentiel aussi pour faire perdurer nos aérodromes. Vous pourriez pas, avec votre poste de président là, de la FFA, vous pourriez pas organiser une émission télé-réalité volée avec les stars, quoi, ou des stars qui veulent apprendre. Avec les stars, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être des stars qui veulent passer leur PPL et puis voilà, quoi. On avait quelques-uns qui avaient passé leur brevet. Hein. Il y avait. Voilà. Je pense qu'on rigolerait bien. Je pense qu'il y a de quoi rigoler. Je vais en prendre un, on va rigoler. Ce serait rigolo. Ouais. Pourquoi pas. Une idée à creuser en tout cas. Et puis après on fait des votes, machin. Je les verrais bien devant la caméra au débriefing. Oh, l'instructeur il m'a démonté aujourd'hui là parce que je tenais pas mon assiette et tout là, et demain ça va être dur. Ça peut être pas mal. Il y a un concept à creuser là. Voilà, avec un présentateur qui pilote aussi, comme ça au moins on regroupe tout, quoi. Et c'est là qu'on se rendrait compte du coup que finalement c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut être bon pilote. C'est ça. Voilà. Et ouais, exactement. Mais tu seras intraitable, Cynthia, là, je suis en train de voir. Hein. Moi, je me régalerais. Non, bien, on pourrait mélanger les stars avec des jeunes qui auraient gagné, je sais pas, un concours, en faisant un concours, et puis des jeunes qui seraient formés en même temps, des jeunes qui veulent devenir professionnels après, quoi, et puis faire ça au sein d'un aéroclub, je sais pas. Je crois que j'ai mon service communication qui est connecté, qui regarde l'émission, je pense qu'il va avoir des idées, là. Voilà, donc... ça grouille. Je pense qu'il y a pas mal de cadres. Il y a peut-être des cadres des chaînes de télévision là qui sont sur la zone, je sais pas. Qui font partie de la FFA et puis qui ont
qui ont qui ont une activité aérienne aussi et puis qui écoutent, ça serait bien. Hein. Moi, je reviens sur ce qu'il a dit. Vous faites l'émission. Hein. Philémon, il a dit un posé presque parfait. Ça pourrait être pas mal comme titre. Il a posé presque parfait. J'aime beaucoup. Ah bah voilà. Franchement, Philémon, j'approuve. C'est bien. Avec la communauté, là, on arrive à construire quelque chose. C'est bien, c'est intéressant. Bon, Philémon aussi, qu'on remercie, il a mis tout à l'heure le lien du site internet de la Fédé. Donc, vous aurez toutes les infos dessus. Alors, le site de la Fédé, je ne vous cache pas, il est un peu vieillot quand même. Donc, pour ceux qui y vont, allez plutôt sur le site enviedepiloter.fr qui est un petit peu mieux. Et je vous promets que d'ici 2 ans, on aura un nouveau système d'information, un nouveau site qui sera beaucoup mieux. Voilà, il est un peu mieux, j'avoue. Mais bon, voilà, vous trouverez des infos malgré tout. Mais enviedepiloter.fr, c'est... Voilà, si vous voulez découvrir, vous trouverez beaucoup plus d'infos dessus. Voilà. Enviedepiloter.fr, vous avez l'adresse. Je vous propose tout de suite qu'on tourne la dernière page, donc la remise de gaz. Fort aux questions, on aborde les dernières questions avec notre président de la fédération qui est avec nous ce soir. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Allez, on tourne donc la dernière page de l'émission de la zone aéro ce soir. Et on va commencer par The Flying Madman. Alors, il en a mis tout un pavé. D'ailleurs, ça ne tient pas. Donc, je vais pas l'enlever. Hop, je vais juste l'effacer de l'écran et je vais la lire, la question. Comment la fédération entrevoit les 5 prochaines années, sachant que, pour mon exemple personnel, je suis stagiaire et administrateur dans mon aéroclub sur la région bordelaise et le manque de mécaniciens qualifiés en hors part 145 commence à se faire sentir, sans compter les éléments dont vous avez parlé précédemment. Est-ce que la fédération a un appui particulier sur les organismes de formation ? Alors, c'est une très très bonne question et effectivement, c'est un sujet essentiel que nous, on a identifié depuis plusieurs années. Le problème des mécaniciens, il est au-delà de la problématique des aéroclubs. Il est même au niveau des industries aéronautiques, au niveau d'Airbus, au niveau d'Air France, il y a un manque de mécaniciens énorme. Au Salon du Bourget, ils estiment de mémoire, c'est 75 000 mécaniciens dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années qu'il va falloir trouver. On les aura pas, ça c'est clair. Donc oui, il va y avoir des problématiques. Nous, on travaille pas mal sur la formation un peu des bénévoles, des anciens. Alors à l'époque, on avait de la chance, on avait tous les mécanos de l'armée d'air qui venaient ensuite en aéroclub et ils avaient leur solde, donc ils venaient faire ça un peu bénévolement. À l'heure actuelle, on a travaillé avec notamment le CFA des métiers d'aérien et aussi à Bordeaux avec la Traîne. J'ai plus le nom d'école. Vous m'en aurez tout à l'heure, je sais plus quoi. Aérocampus, voilà, Aérocampus à la Traîne. Donc on travaille sur un bac pro pour l'aviation légère avec la part qui va bien. Malheureusement, elle attire très peu. Pourquoi ? Parce que actuellement, ça recrute tellement partout. Un jeune qui va sortir de formation, il préfère toucher 4 500 balles ou 5 000 balles avec un seuil de malade en travaillant chez Airbus ou pour Air France, que plutôt de toucher 1 500 balles dans un aéroclub ou dans une petite boîte où il n'aura pas de CE, il n'aura pas toutes ces qualités-là, et en plus il devra travailler le week-end. Donc il y a toute cette problématique-là qui existe. Donc oui, on va avoir des vrais problèmes de mécaniciens. On y travaille, on a mis en place une formation pour des bénévoles qui marche plutôt bien. Jusqu'à présent, on faisait des formations, notamment avec Amaury de Lagrange, et on avait 4-5 mécaniciens qu'on avait à former par an. Là, on est sur une 50aine, 60aine qu'on forme notamment grâce à nos collègues de la Fédération française de vol en planeur, les FVP. Donc, on y arrive un petit peu plus. Mais oui, il y aura une vraie problématique, mais qui n'est pas que liée à l'aviation légère, qui est plutôt nationale, voire européenne. Et il y a des vrais problèmes de recrutement dans ce secteur manuel. Voilà, donc oui, c'est un vrai sujet. On essaie d'y répondre, mais ça va être compliqué, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ok. Philémon, comme on parle pas mal de coûts, est-ce qu'il n'y avait pas un projet de mutualisation, de se mettre à plusieurs pilotes modestes pour réduire les coûts d'une formation ?
Bah, oui, alors j'aurais tendance à dire oui et non. Oui, il y a des aéroclubs, quand vous êtes à plusieurs, bah, il y en a un, notamment pour la partie navigation, qui va se mettre derrière pendant que l'autre fait, par exemple, fait un aller-retour en navigation. Il y aura un pilote qui sera devant et le deuxième sera derrière, et hop, on arrive sur le terrain, on échange. Donc ça permet de profiter quand on est derrière de l'expérience de l'autre qui est devant. Mais après, il y aura le problème réglementaire, puisque pour pas avoir le PPL, c'est minimum 45 heures. Donc ces 45 heures, il faudra les avoir quoi qu'il arrive, même si on est derrière. Donc il faudra les avoir dans tous les cas. Donc oui, mais ça permettrait peut-être de descendre un petit peu le nombre d'heures nécessaires pour avoir son brevet, donc peut-être de passer de 70 à peut-être 50, parce qu'on aura bénéficié des erreurs de l'autre, et on aura volé 2 fois plus, forcément. Donc, de ça, voir oui, plus ça, de terrain aussi, d'aller ailleurs, tout à fait. plus loin. Donc ça peut se faire dans certains aéroclubs, oui, tout à fait. Ça se fait aussi dans les écoles pro, je pense que vous faites ça aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, je pense que c'est un conseil à donner, oui, c'est d'apprendre en binôme, en fait. Hein. Tout à fait. Ça, c'est faisable. Hein. Surtout que la plupart des formations sont quand même sur des avions 4 places, des DR400 en règle générale. Ouais. Dans ces cas-là, on peut mettre une personne à l'arrière, il n'y a pas de problématique. Hein. Puis même souvent, l'expérience de partager le vol, il y en a un qui fait l'aller, on mange à un endroit, on découvre le terrain et puis on repart au retour. Ça fait une bonne expérience de découvrir un autre endroit et aussi de partager en effet les expériences de l'un, les erreurs de l'un qui peuvent aider l'autre. Et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, ça aide bien. Les aéro-restos. Voilà, entre autres, mais en buvant de l'eau. J'ai été à bonne école, on m'a bien appris. Bien sûr. Ouais, c'est bien, c'est ça, bravo. Vince qui pose cette dernière question. Quel bagage scolaire faut-il aujourd'hui pour travailler dans l'aéro, d'un point de vue global? Bac, BTS pour faire de la maintenance, bac S ou prépa pour pilote? Moi, j'ai qu'un bac scientifique. Voilà. Moi, j'ai qu'un bac scientifique. J'ai fait une première année d'école supérieure, enfin de l'université à Bordeaux. Ça m'a absolument pas plu. J'étais plus souvent, pour ceux qui connaissent Bordeaux, place de la Victoire que sur les bancs de la fac. Voilà, c'est tout. Donc, avec un bac scientifique, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire, ne partez pas avec un seul bac scientifique. Essayez d'avoir un bagage un peu plus à côté. En cas de problématique, on ne sait pas ce que ça va donner l'aéronautique. L'aviation légère sera toujours là, il n'y a pas de problème. On ne sait pas ce que l'aéronautique professionnelle, ça peut donner. On a un contexte géopolitique qui est très, très compliqué. Vous le savez bien. Donc, moi, je prends l'exemple. Moi, je suis sorti d'école professionnelle en juin 2008, au moment où il y a eu la crise des subprimes et tout s'est arrêté. Donc pendant 1 an et demi, moi je me suis retrouvé sans boulot. J'ai pu rentrer ensuite chez ATR en 2009. Et après, une fois que j'ai terminé mes contrats chez ATR, j'ai retrouvé du boulot en 2012, fin 2012. Et je suis resté, j'étais à 3 mois du RSA. Ouais. Et quand on arrive à 3 mois du RSA, on se dit, ça ne recrute pas, il ne se passe rien. Il va falloir que je me reconvertisse. Et quand on n'a qu'un simple bac, c'est compliqué de trouver un boulot, surtout à l'heure actuelle. Donc, c'est faisable avec un bac, il n'y a aucun problème. Par contre, moi, je vous invite, si vous avez la possibilité, de continuer un peu vos études pour toujours avoir une porte de sortie en cas de problématique liée à un conflit ou liée à tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle. On le voit bien, et ça, on ne maîtrise pas. Ça, on n'a pas de boule de cristal. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Voilà. Ok. Parfait. Cynthia, Nico, est-ce que vous avez une dernière question? Non, oui, je reviens un peu sur ce qu'il vient de dire, c'est que effectivement, le bac c'est bien. Moi, j'ai expliqué à mes élèves ou à ceux qui se renseignaient, le bac, en fait, c'est pas nécessaire d'avoir le bac pour devenir pilote, mais c'est conseillé. Bon, déjà, ça fait plaisir à maman, hein, et puis, mais non, voilà, mais bon, c'est mieux de l'avoir en fait pour être recruté par les compagnies aériennes. Mais sinon, pour celui qui veut faire de l'aéroclub, non, il n'y a pas besoin du bac. Hein. Non, n'importe qui peut apprendre à piloter. Hein. Il y a beaucoup de... Ouais, voilà, il y a beaucoup de clichés, un peu comme les lunettes, c'est pareil. On peut porter des lunettes, on peut... Voilà, on n'est pas obligé d'avoir le bac pour aller en aéroclub et puis apprendre à piloter. Hein. Et puis, il ne faut pas être très fort en maths. Ça, je vous assure. Et pareil, faut pas être... Non, faut pas être très fort en maths. Non, faut juste... Les idées reçues. Moi, je me demandais, qu'est-ce que tu dirais au petit toi si tu devais te rencontrer maintenant au petit toi, qu'est-ce que tu lui dirais te voyant là à 14 ans ou même avant, à 6 ans, en train de penser aux avions, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui donnerais quel conseil et quelle erreur tu lui dirais de ne pas faire?
L'erreur que je dirais de ne pas faire, c'est de ne pas y croire. Et même s'il aura des échecs à un moment donné, s'il veut faire ce boulot-là, il y arrivera. Et il ne faudra surtout pas baisser les bras et qu'il n'écoute pas les vents contraires ou les gens qui lui diront de ne pas le faire parce que c'est réservé à certains. Il faut vraiment qu'il y aille. Moi, si j'avais écouté tous ceux qui m'avaient dit de ne pas le faire, je ne serais pas pilote de ligne. Donc, il faut s'accrocher, il faut avoir une volonté, il faut travailler, il faut être bosseur. Mais un jour, ça paye et ça marchera. Donc, surtout, ce petit moi, je dirais... oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Voilà, exactement. C'est bon, on a la ref. C'est vrai, tu as raison, il ne faut pas écouter ceux qui veulent t'empêcher ou ceux qui t'empêchent par leurs paroles d'essayer d'accès. Il faut y aller, puis c'est tout, point barre. Voilà. C'est clair. Et si on a envie, ça marchera. Voilà. Ben voilà. C'est impeccable. C'est peut-être même le mot de la fin, quelque part, puisqu'il est déjà 22h05 local. Donc, on ne va pas tarder de clore cette belle émission. Juste avant, on reste évidemment avec notre invité, avec Kevin qui est avec nous. Juste vous montrer le petit visuel, voilà, de samedi prochain, puisque le prochain rendez-vous, il est là. C'est samedi prochain, aux alentours des 20h, 20h30. Où nous aurons le plaisir de nous retrouver ici, au bar de la zone. Hein? De quoi? On vient à quelle heure, Seb? Ça, je vous dirai. Je vous dirai hors ligne. À quelle heure? Je vous dirai hors ligne. Et puis, voilà, on fera un petit live comme d'habitude et on trinquera tous ensemble à la fin de l'émission. Et grâce à Kevin et à la Fédération Française Aéro, les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez avoir la possibilité pendant ce dernier live de gagner des cadeaux. Oui, messieurs, dames, il y aura 3 d'entre vous qui seront tirés au sort en fin d'émission pour remporter des goodies de la Fédé, mais aussi, et ça sera pour le premier lot, 3 mois d'abonnement au magazine de la Fédé Info Pilote qui vous donnera plein d'infos, plein d'articles, plein de choses. Donc c'est plutôt sympa. On remercie Kevin et la Fédération de vous faire découvrir un petit peu toutes ces activités au travers de tout ça. Donc soyez présents samedi. Fin d'émission, voilà, on vous donnera les conditions pour le tirage au sort qui aura lieu samedi soir. Donc il faut être là, hein. On vous le dit tout de suite. Hein. Et pour les perdants, je tiens à dire, n'hésitez pas quand même à prendre un abonnement. Vous n'aurez pas les 3 mois gratuits, mais vous y gagnerez à regarder et à lire Infopilote. Oui, parce qu'il y a plein d'infos. C'est le cas de le dire, pour les pilotes. Et pas que. Je peux vous donner un scoop la zone aéro aura pour la première fois avant tout le monde. Ah. Alors on est preneur. Hein. C'est que Infopilote sera bientôt en version numérique à compter de cet hiver. Ah oui, d'accord. Ah oui. D'accord. Numérique, voilà. Donc il y aura la version papier et la version numérique qui n'existait pas encore et qui sera bientôt disponible avec un abonnement. Alors ça c'est réjouissant cool. Parce qu'il y a de très belles photographies souvent dans le magazine. Et bien là, on va pouvoir faire des fonds d'écran avec. Voilà. D'accord, ok. Bon voilà, c'est une des infos scoop de ce soir, donc c'est cool. Merci Kevin pour cette info. Plaisir. Bien, écoutez les amis, on arrive en fin d'émission. Kevin, merci beaucoup de ta participation encore une fois. Et franchement, pour l'échange sans filtre, c'était super sympa. Avec grand plaisir, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et puis peut-être à l'occasion, on peut en faire une autre. Avec grand plaisir. On partage la même veine, donc oui, totalement. Je vous rappelle évidemment que cette émission sera en replay dans 14 jours sur YouTube comme d'habitude. N'hésitez pas, ceux qui la regarderont sur YouTube, de poster un commentaire, de donner vos avis, vos impressions, même de poser des questions. On les relaie évidemment à nos invités, on essaie d'y répondre ou on fait suivre bien sûr. Les réseaux sociaux, évidemment, vous les connaissez. Julot vient de les afficher dans le chat où on vous donne les programmes à venir. Vous avez tous les liens qui vous permettent de nous suivre. N'hésitez pas à relayer aussi les posts qu'on fait. Vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par un sujet, partagez-le avec lui. Ça nous permet aussi de relayer et de faire grandir toute notre communauté. Les podcasts en audio, si vous désirez les écouter sur la plage, quand vous allez, ou en randonnée en montagne si vous partez cet été, vous avez la possibilité de les avoir en audio grâce à Julot. Il y a quasiment toutes les émissions qui sont en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Les petits mugs, les polos, il y en a encore de dispo, donc n'hésitez pas à les commander. Ça se passe sur la boutique de la zone aéro. Travaillez votre look sans problème. Le Discord. Et l'équipement pour samedi.
Et l'équipement avoir pour samedi l'équipement pour aussi, samedi. ouais. Vous avez également le Discord pour continuer l'échange, notamment pendant la trêve estivale, qui sera là. On va continuer d'échanger tous ensemble. Et puis les deux plateformes Helloasso et Patreon qui vous permettent de nous aider à financer notamment la rentrée avec plein de nouvelles choses qui vont arriver. Donc, on vous tiendra au courant de ce qui va se passer. Dans un instant, on va faire un raid. Je ne sais pas encore où et on va voir ça dans quelques instants. Merci encore une fois Kevin, merci Nico, merci Cynthia pour cette riche émission et merci à toutes et tous d'avoir été présents et d'avoir été avec nous pour partager un petit peu des news, des infos sur l'aviation légère. Merci à tous. Je vous souhaite, bonsoir à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Fly safe pour ceux qui veulent. Rendez-vous samedi. N'oubliez pas samedi. Ça se passe ici sur la chaîne de la zone pour la dernière émission de l'année. Envoyez des emotes sur la chaîne chez qui on arrive. De l'année, de la saison. De la saison. Bah oui, en fait, je dis de l'année. Voilà, de l'année aéro de la zone. Noël, hein. Mais voilà, de la saison. Mais les gens ont compris. Merci à toutes et tous. Kevin, tu restes avec nous comme son débrief. Voilà, et on lance le générique de fin. À samedi les amis, ciao ciao. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard. Approximately